Bonjour à tous. Bienvenue à notre chaîne YouTube l'Expert. Avant de poursuivre la 5e partie de notre cours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube l'Expert pour en tenir courant des prochaines vidéos, et à me suivre sur mes pages sociales notamment, sur Facebook et Google+. Chaque abonnement est un encouragement de plus pour nous. Alors dans cette 5e partie, je vais expliquer comment envoyer votre site sur le web. Votre site est tout beau, tout propre, tout prêt, mais comme il est sur votre disque dur, personne d'autre ne va pouvoir en profiter. Vous aimeriez donc l'envoyer sur le web, mais vous ne savez pas comment faire. Nous allons découvrir dans cette annexe tout ce qu'il faut savoir pour envoyer son site sur le web. Comment réserver un nom de domaine? Qu'est-ce qu'un hébergeur et comment cela fonctionne-t-il? Enfin, comment utiliser un client FTP pour pouvoir transférer les fichiers sur le net? Savez-vous ce qu'est un nom de domaine? Un nom de domaine est constitué de deux parties, par exemple YouTube et .com. Dans le cas présent, YouTube est le nom de domaine proprement dit. Il s'agit d'un nom que l'on peut en général choisir librement, tant que personne ne l'a réservé avant nous. Il peut contenir des lettres et des chiffres, et depuis 2012, certains caractères accentués. Le .com est l'extension. Il existe grosso modo une extension par pays, .fr pour la France, .be pour la Belgique, .ca pour le Canada, etc. Toutefois, il y a aussi des extensions utilisées au niveau international comme .com, .net, .org. Elles étaient au départ réservées aux sites commerciaux, aux organisations, mais cela fait longtemps que tout le monde peut les réserver. D'ailleurs, le .com est très probablement l'extension la plus utilisée sur le web. Moi aussi je veux un nom de domaine pour mon site. Comment dois-je faire? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Comme d'habitude, on va commencer par la mauvaise. La mauvaise, ce n'est pas gratuit. La bonne, ce n'est vraiment pas cher du tout. En effet, un nom de domaine coûte entre 7 et 12 € par an. Le prix peut varier en fonction de l'extension. Ainsi, l'extension info est généralement proposée à plus bas prix, et peut s'avérer être une alternative intéressante. Mais si vous voulez une adresse plus courante, il faudra plutôt viser une extension de type .com ou encore .fr. Pour réserver un nom de domaine, deux solutions. Passer par un registraire spécialisé. C'est un organisme qui sert d'intermédiaire entre l'ICANN, l'organisation qui gère l'ensemble des noms de domaine au niveau international, et N1, OVH et Gandhi sont de célèbres registraires français. Encore mieux, vous pouvez commander le nom de domaine en même temps que l'hébergement, c'est ce que je vous conseille. De cette manière, vous faites d'une pierre deux coups, vu que vous aurez de toute façon besoin de l'hébergement et du nom de domaine. Dans ce chapitre, nous allons voir comment commander un nom de domaine en même temps que l'hébergement, c'est de loin la solution la plus simple et la moins coûteuse pour vous. Intéressons-nous maintenant à l'hébergeur. Qu'est-ce qu'un hébergeur et pourquoi aurais-je besoin de lui? Sur Internet, tous les sites web sont stockés sur des ordinateurs particuliers appelés serveurs. Ce sont des ordinateurs généralement très puissants, qui restent tout le temps allumés. Ils contiennent les pages des sites web, et les délivrent aux internautes qui les demandent, à toute heure du jour et de la nuit. Un serveur ne possède pas d'écran car, la plupart du temps, il tourne tout seul sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit dessus. Comme vous le voyez, les serveurs sont très plats, c'est un format spécial de serveur. Cela permet de les empiler dans des baies, c'est-à-dire une sorte d'armoire climatisée pour serveurs. Comme vous le voyez, il y a un écran pour toutes les baies. C'est suffisant car on ne branche l'écran sur un serveur que si celui-ci rencontre un problème. La plupart du temps, heureusement, le serveur travaille sans broncher. L'hébergeur est une entreprise qui se charge de gérer des baies de serveurs. Elle s'assure du bon fonctionnement des serveurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En effet, si l'un d'eux tombe en panne, tous les sites présents sur la machine deviennent inaccessibles, et cela fait des clients mécontents. Ces baies se situent dans des lieux particuliers appelés data centers. Les data centers sont donc en quelque sorte des entrepôts à serveurs, et leur accès est très protégé. Il est aussi possible, en théorie, d'héberger un site sur son propre ordinateur. Toutefois, c'est complexe, il vaut mieux avoir des connaissances en ligne, l'ordinateur doit être assez puissant, tourner jour et nuit et surtout la connexion, doit être à très haut débit, surtout en UPLA, la vitesse d'envoi des fichiers compte énormément. Les particuliers n'ont en règle générale pas une connexion suffisamment puissante pour héberger des sites. Contrairement aux data centers, ceux-ci sont câblés en fibre optique, ce qui permet d'atteindre des vitesses de plusieurs Gbps. Bref, gérer un serveur soi-même est complexé, la plupart du temps, les particuliers et les entreprises font appel à un hébergeur dont c'est le métier. Les hébergeurs, contrairement aux registraires, sont très nombreux. Il y en a de tout type, à tous les prix. Il y a un vocabulaire à connaître pour vous repérer dans leurs offres. Hébergement mutualisé, si vous optez pour une offre d'hébergement mutualisé, votre site sera placé sur un serveur gérant plusieurs sites à la fois, peut-être une centaine, peut-être plus. C'est l'offre la moins chère et c'est celle que je vous recommande de viser, si vous démarrez votre site web. Hébergement dédié virtuel, cette fois, le serveur ne gère que très peu de sites, généralement moins d'une dizaine. Cette offre est généralement adaptée aux sites, qui d'un côté ne peuvent plus tenir sur un hébergement mutualisé car ils ont trop de trafic, trop de visiteurs, mais qui par ailleurs ne peuvent pas se payer un hébergement dédié, voir ci-dessous.
Hébergement dédié, on parle aussi de serveur dédié, c'est le NEC plus ultra. Le serveur gère uniquement votre site et aucun autre. Attention, cela coûte assez cher et il vaut mieux avoir des connaissances en ligne pour administrer le serveur à distance. Hébergement clou, de plus en plus en vogue, cela consiste à envoyer notre site sur des serveurs virtuels. En fait, c'est l'équivalent d'un hébergement dédié virtuel, mais avec tout un tas de services autour, pour nous permettre de gérer plus facilement le réseau, les bases de données, etc. C'est la tendance pour de plus en plus de moyens et gros sites. Parmi les hébergeurs clous, on peut citer Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, etc. Ce type d'hébergement est en revanche un peu trop complexe pour nous, qui débutons dans la création de sites web. Je recommande plutôt un hébergement mutualisé dans notre cas. Mais où puis-je trouver un hébergeur? Oh ça, c'est très simple. Une recherche dans Google d'hébergeur web vous donnera plusieurs millions de résultats. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Dans la suite de ce tutoriel, je vais vous montrer comment obtenir un hébergement mutualisé avec l'hébergeur Alenda. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu recourir à un autre hébergeur de votre choix. La suite de ce chapitre détaille la procédure pour héberger votre site chez Alenda, mais sachez que cela fonctionne quasiment de la même manière avec tout autre hébergeur. Revenons à Alenda. Cet hébergeur propose plusieurs offres d'hébergement mutualisé, qui sont mensuelles et sans engagement. À tout moment de l'année, vous pouvez changer votre formule d'abonnement, ou bien l'arrêter tout simplement. Vous pouvez voir le détail des offres à la figure suivante. Comme vous le voyez, la page indique que vous avez une rédaction de 4 € par mois pour tout engagement de 12 mois sur les offres basiques, un Limited Plus ou un Limited Pro soit 48 € pour 12 mois. Commandez un hébergement pour votre site web. Cliquez sur le bouton Continuer dans l'offre Alenda Unlimited. On vous demande ensuite de choisir le nom de domaine de votre site, c'est-à-dire l'adresse à laquelle on pourra le trouver. Notez que, si vous avez les moyens, c'est en général une bonne idée d'acheter plusieurs noms de domaines similaires. Ça vous évite d'être victime de domain parking, c'est-à-dire de personnes qui achètent des noms de domaines semblables aux vôtres, pour vous les revendre au prix fort ensuite, quand vous voyez que vos visiteurs se trompent de site. Une fois que c'est fait, Alenda va vérifier que le nom de domaine, que vous demandez n'est pas déjà pris. Si le domaine est libre, vous pouvez continuer. Cliquez simplement sur Continuer. On vous proposera ensuite plusieurs offres commerciales et à chaque fois, vous devriez à la fin arriver sur votre panier. Vérifiez que les 48 € de réduction sont bien pris en compte, sinon c'est probablement que vous avez sélectionné la mauvaise offre au tout début. Il ne vous reste plus qu'à renseigner vos coordonnées et finaliser l'achat. Une fois les formalités et le paiement effectués, vous êtes redirigé vers un Alenda, qui vous confirme la prise en compte de votre commande. Vous devriez recevoir un peu plus tard un email, vous indiquant toutes les informations nécessaires pour mettre en place votre site. Conservez-les précieusement, vous en aurez besoin. Lorsque vous avez reçu par email vos identifiants pour vous connecter au serveur de votre hébergeur, vous pouvez passer à l'étape suivante, envoyer votre site web sur le serveur de votre hébergeur. FTP signifie File Transfer Protocol, pour faire court et simple, c'est le moyen que l'on utilise pour envoyer nos fichiers. Il existe des logiciels permettant d'utiliser l'FTP pour transférer vos fichiers sur Internet. Bien entendu, des logiciels FTP, il en existe des centaines, gratuits, payants, français, anglais, etc. Pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, je vais vous proposer celui que j'utilise, qui est gratuit et en français, FileZilla. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer quelle est la marche à suivre avec FileZilla. Et la première étape, c'est bien entendu de le télécharger. Prenez la version correspondant à votre système d'exploitation, Windows, macOS 10 ou Linux. Je vous fais confiance pour l'installation, elle est toute simple et vous ne devriez pas avoir de problème. Lancez le logiciel, vous devriez voir quelque chose ressemblant à cette figure. À première vue, cela semble un peu compliqué, à première vue seulement. En fait, le principe est très simple. Il y a 4 grandes zones à connaître dans la fenêtre. En haut, vous verrez apparaître les messages qu'envoie et reçoit le logiciel. Si vous avez un peu de chance, vous verrez même la machine vous dire bonjour, si, je vous jure. En général, cette zone ne nous intéresse pas vraiment, sauf s'il y a des messages d'erreur en rouge. À gauche, c'est votre disque dur. Dans la partie du haut, vous avez les dossiers et, dans la partie du bas, la liste des fichiers du dossier actuel. À droite, c'est la liste des fichiers envoyés sur le serveur sur Internet. Pour le moment il n'y a rien car on ne s'est pas connecté, mais cela va venir, ne vous en faites pas. Enfin, en bas, vous verrez apparaître les fichiers en cours d'envoi, et le pourcentage d'envoi. La première étape va être de se connecter au serveur de votre hébergeur. Quel que soit l'hébergeur que vous avez choisi, cela fonctionne toujours de la même manière. On va vous fournir 3 informations, qui sont indispensables pour que FileZilla puisse se connecter au serveur. L'IP, c'est l'adresse du serveur. Le plus souvent, on vous donnera une information du type ftp.monsite.com, mais il peut aussi s'agir d'une suite de nombres, comme 122.65.203.27. Le login, c'est votre identifiant, on vous a probablement demandé de le choisir. Vous avez peut-être omis votre pseudo, ou le nom de votre site. Mon login pourrait par exemple être Meto21.
Le mot de passe, soit on vous a demandé de choisir un mot de passe, soit, c'est plus probable, on vous en a attribué un d'office. Si vous avez ces 3 informations, vous allez pouvoir continuer. Si vous ne les avez pas, il faut que vous les cherchiez, c'est indispensable. On vous les a probablement envoyés par email. Sinon, n'hésitez pas à les demander à votre hébergeur, IP, login et mot de passe. Maintenant que nous sommes en possession de ces informations, nous allons les donner à Felozilla, qui en a besoin pour se connecter au serveur. Cliquez sur la petite icône en haut à gauche, pas sur la petite flèche à droite, mais bien sur l'image. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur Nouveau site et donnez-lui le nom que vous voulez, par exemple mon site. À droite, vous allez devoir indiquer les 3 informations dont je viens de vous parler. Vous pouvez distinguer en haut l'autre, c'est là qu'il faut indiquer mon site comme, par exemple, cocher style d'authentification, normez-le pour pouvoir saisir le login et le mot de passe. Cliquez sur Connexion et le touret, presque, jouer. Transférez les fichiers. À ce stade, 2 possibilités. Soit la connexion a réussi, vous voyez alors apparaître en haut des messages en vert comme connecté. Dans ce cas, la zone de droite de la fenêtre de Felozilla devrait s'activer, et vous verrez les fichiers qui se trouvent déjà sur le serveur, il se peut qu'il y en ait déjà quelques-uns. Soit cela a planté, vous avez plein de messages écrits en rouge et là, eh bien il n'y a pas 36 solutions, vous vous êtes trompé en tapant l'IP, ou le login, ou le mot de passe. Un de ces éléments est incorrect, veillez à les redemander à votre hébergeur, car s'ils sont bons cela doit marcher. Si la connexion a réussi, alors ce que vous avez à faire est très simple, dans la partie de gauche, cherchez où se trouvent, sur votre disque dur, vos fichiers .html et .css, mais aussi vos images .jpg, .png, .gif, etc. À gauche, faites un double clic sur le fichier que vous voulez transférer. Au bout de quelques secondes, il apparaîtra à droite, ce qui voudra dire qu'il a été correctement envoyé sur le serveur, et donc qu'il est accessible sur Internet. Il apparaîtra à droite, ce qui veut dire qu'il est maintenant disponible sur le serveur. Veuillez noter qu'il faut que votre page d'accueil s'appelle index.html. C'est la page qui sera chargée, lorsqu'un nouveau visiteur arrivera sur votre site. Vous pouvez aussi transférer des dossiers entiers d'un seul coup, il suffit de faire un glisser-déposer du dossier depuis la partie de gauche, ou directement de la fenêtre de votre système d'exploitation, jusqu'à la partie de droite de la fenêtre de Felozilla. Une fois configuré, vous pouvez voir que l'envoi de fichiers est très simple. Donc voilà pour notre 4e partie du cours qui se termine ici. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours pour la partie 5 de notre cours complet sur HTML5 et CSS3. À la prochaine.